En 1631, la Gazette est le premier journal français. Il est fondé par Théophraste Renaudot avec le soutien du pouvoir royal. Dès le départ, un lien assez étroit s'est établi entre la presse et la monarchie. La presse écrite française, née sous la monarchie absolue, s'est-elle développée comme un relais du pouvoir royal, lié à la monarchie, ou a-t-elle pu dès l'origine exercer une fonction critique et indépendante? Tout d'abord, nous allons voir que la presse en France naît dans un cadre monarchique autoritaire, étroitement encadré, et puis ensuite qu'elle a connu une évolution progressive vers une presse qui devient plus libre au XVIIIe siècle. La Gazette publiait chaque samedi informait sur les nouvelles de la cour, de la France et de l'étranger. Elle se concentrait sur les affaires politiques et diplomatiques, en abordant parfois la politique intérieure de façon assez détournée. Soutenue par le pouvoir royal, elle bénéficia d'un monopole officiel sur l'information politique, et même Louis XIII y contribua occasionnellement. Pendant la Révolution, la Gazette reste silencieuse sur les grands événements, comme la prise de la Bastille, et se limite à relayer les actes officiels. Pour compenser à ce manque, Panckouke crée un supplément, le Gazetin, qui informe sur les débats de l'Assemblée constituante. Mais il faut aussi se rappeler qu'à cette époque, tout ce qui était publié devait d'abord passer par une autorisation officielle. On appelait ça le privilège d'impression. Sans ce privilège, aucun journal ne pouvait voir le jour. Ça voulait dire que l'État décidait à l'avance de ce qui avait le droit d'être imprimé ou non. Et quand un texte ne plaisait pas, il pouvait être interdit, censuré ou même valoir à son auteur des ennuis sérieux, prison, exil ou interdiction de publier. Donc dès le départ, la presse n'avait pas pour but d'informer librement, mais plutôt de relayer ce que le pouvoir voulait faire savoir. Elle servait à contrôler l'opinion, à rassurer, à montrer que tout allait bien, même quand ce n'était pas vraiment le cas. Cela montre bien que la presse écrite, à ses débuts, n'a pas encore la liberté ou l'indépendance que nous associons aujourd'hui au journalisme. Même si la Gazette reste longtemps l'organe officiel du pouvoir royal, dès le XVIIIe siècle, la presse française commence à se diversifier et à gagner en influence. D'abord, on assiste à une multiplication des journaux, notamment dans les grandes villes comme à Paris, à Lyon ou à Marseille par exemple. On ne parle pas encore de presse libre, mais de presse spécialisée. Il y a des journaux scientifiques, économiques, médicaux et littéraires. Par exemple, le journal des savants qui a été créé en 1665 ou le Mercure de France qui a été reconnu à partir de 1724. Il publie des critiques, des comptes rendus et des idées nouvelles. Ces journaux, ils ne remettent pas frontalement en cause la monarchie, mais ils ouvrent un espace de débat intellectuel, ce qui change le rapport à l'information qu'on avait juste avant. Peu à peu, la presse devient un moyen de diffusion de la culture et pas seulement un relais du pouvoir. De plus, en parallèle, le taux d'alphabétisation augmente, surtout chez les bourgeois et les élites. Cela élargit le public de la presse, ce qui renforce son poids social. La presse devient un outil d'influence, non plus seulement pour le roi, mais aussi pour les penseurs et les lecteurs eux-mêmes. Même si la censure reste forte, elle devient parfois plus tolérante ou contournée. Certains journaux sont publiés à l'étranger, comme à Amsterdam ou à Genève, et introduits clandestinement en France. On y critique la monarchie, les privilèges, l'Église, sans que cela vienne directement des journaux français légaux. Cela montre que la critique circule, même dans un système encore fermé. Il y a aussi le développement des journaux d'annonces, qui est très important à cette époque-là. Ils publient des informations locales, des faits divers, des petites annonces. Cela peut sembler assez anodin, mais cela rapproche la presse de la vie quotidienne et participe à l'idée que la presse peut informer sur autre chose que le roi ou la guerre. C'est un pas vers la presse moderne. Enfin, il y a des hommes comme Voltaire ou Diderot qui sont pas forcément journalistes au sens strict du terme, mais qui utilisent aussi la presse comme tribune. Leurs articles publiés dans certains journaux participent à faire émerger une opinion publique plus éclairée et qui est ainsi capable de juger, de critiquer, et donc de remettre en cause l'autorité absolue du roi ou du pouvoir qui a été mise en place. Ainsi, la presse écrite française est bien née, liée à la monarchie dans un cadre de contrôle et de propagande. Elle servait avant tout à renforcer l'image du pouvoir royal et du roi. Mais à partir du XVIIIe siècle et surtout avec la Révolution française, elle devient un espace d'expression critique et amorce lentement sa transformation vers ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme indépendant. On peut donc conclure que la presse n'est pas née libre, mais qu'elle a conquis sa liberté à travers les luttes politiques et les bouleversements sociaux.
Et aujourd'hui encore, on peut se demander, même dans une démocratie, la presse est-elle toujours et vraiment indépendante? Ou reste-t-elle quand même influencée par d'autres formes de pouvoir comme l'économie ou l'État?